D'accueillir pour une nouvelle fois à la médiathèque l'association déjà de renouveler pour une nouvelle fois le partenariat avec l'association Autour de l'Afrique. Donc je remercie vivement Boubacar Berouara avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années maintenant. Et puis c'est toujours un plaisir de travailler avec cette association qui nous propose des choses originales autour de l'Afrique justement. Et puis en ce qui concerne les palabres, donc c'est la deuxième fois que nous les accueillons à la médiathèque Champollion. Donc la première fois c'était lors de Grésy en fête en juin 2013 où le challenge était de parler de la figure de la femme dans la littérature africaine. Et puis c'était vraiment, ça a été vraiment une très belle rencontre. Et puis à l'issue de cette soirée, de cette première palabre, on a lancé un petit peu comme ça l'idée de parler du polar africain. Et puis cette idée a pris forme. Et puis ce soir, voilà, vous êtes là pour entendre la palabre et puis participer à la palabre autour du polar africain. Donc avec une sélection d'ouvrages qui ont été sélectionnés et proposés par nos amis chroniqueurs ici présents, que je vous laisserai peut-être vous présenter après, peut-être. Et puis présenter les ouvrages que vous allez défendre ou chroniquer avec vos produits respectifs. Voilà, c'est des Zoulous, Zoulou et Mal. Et puis vraiment, ce soir, en plus de la palabre, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Théo Ananisso, qui viendra vous présenter son roman. Donc son roman Un reptile par habitant. Donc vraiment, ça clôturera la palabre. Enfin, vous pourrez participer, effectivement, en plus de la palabre, venir par la suite. Et donc c'est un grand plaisir. Merci à vous, merci également à vous d'être présents ce soir. Vous dire également que donc, tous les ouvrages qui vont être chroniqués ce soir sont empruntables à l'issue de cette rencontre ce soir. Donc ne vous battez pas, mais vous pourrez les emprunter donc, à l'issue de la rencontre. On a laissé un peu de ça exprès pour cet événement. Et puis, donc, il y a d'autres manifestations autour du thème du polar actuellement à la bibliothèque Mansart. Donc, renseignez-vous dans les bibliomnivores, donc les petits agendas culturels qui sont mis à votre disposition dans toutes les bibliothèques du réseau. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la bibliothèque, je vous rappelle donc l'inscription à la bibliothèque municipale de Dijon est gratuite. Donc, depuis le 1er avril 2013, et comme on a coutume de le dire, ce n'est pas un poisson d'avril. Donc voilà, profitez-en. Et puis, merci à tous vraiment d'être présents. Et puis surtout, voilà, que les crimes commencent. Voilà. Merci encore vraiment à vous trois, et puis à vous quatre avec Théo. Et puis, merci encore à Boubacar. Voilà. Merci à la médiathèque de nous recevoir. Donc, bonsoir. Nous sommes une partie de l'équipe des Palabres autour des arts. Donc c'est une rencontre littéraire qui a lieu plutôt à Paris, dans plusieurs endroits de la capitale. Nous portons la bonne parole de la littérature. Donc aujourd'hui nous sommes venus à Dijon. C'est notre deuxième édition. Il y a quelques visages qui nous sont assez familiers qu'on a vus la première fois. Et ce soir, donc, nous allons parler polar, policier, alors âme sensible, s'abstenir parce que ça va être un peu sanglant dans certains livres. En deuxième partie, on va recevoir donc Théo Ananisso, comme nous a dit la directrice de la médiathèque, avec qui nous allons parler de son livre Un reptile par habitant, et puis du reste de son œuvre également. Et en dernière partie de la palabre, on appelle ça palabre justement parce qu'on a un échange avec le public. Et nous allons donc nous poser des questions sur la loi et l'ordre voilà, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Donc voilà, on va commencer la palabre avec bon, j'ai dit l'équipe des palabres, donc moi je suis Aurore, voilà, chroniqueuse des palabres depuis bientôt 3 ans. Et moi Cédric Poussavou,
dans l'association depuis 2 ans et chroniqueur depuis 12 mois déjà. Moi, je suis Aurélie, donc membre de l'association depuis sa création, hein, donc presque 3 ans également. Okay. Voilà, et donc on va commencer la palabre avec Cédric, qui va vous faire le plaisir de vous présenter Ballet Noir à Châteaurouge. En premier, donc, à Chingoy, Ballet Noir à Châteaurouge, qui est un auteur d'origine RDC, République démocratique du Congo, qui a fait, je vais présenter rapidement l'auteur, qui a fait ses études dans un collège jésuite avant de devenir journaliste culturel, chroniqueur de musique et rédacteur dans une revue de jeunesse. Donc, le Ballet Noir, comme son titre l'indique, a pour scène une partie du 18e arrondissement de Paris, donc entre Châteaurouge et Clignancourt. Au départ, c'est une affaire de trafic de cartes de séjour pour son papier qui se passe très mal. Certains hauts fonctionnaires de la préfecture ont des magouilles et monnaient en fait des cartes de séjour falsifiées. Sauf qu'il en arrive qu'un disparaisse. On ne sait pas trop pourquoi. Et intervient donc une espèce de groupuscule qui s'appelle le Groupe PACAS, qui est le groupe groupe panafricain d'action et d'assistance, qui est là pour aider en fait les Africains dans la ville de Paris et ses environs, qui ont des problèmes avec la justice, l'intégration. Donc ils font appel à un détective qui s'appelle Kalogun, donc lui qui va essayer de retrouver la trace de notre malheureux Djeli Diawara, qui a disparu depuis le sitting sur c'était la basilique l'église Saint-Bernard dans le 18e. On retrouve plus sa trace, on sait effectivement qu'il a engagé pas mal de sous pour sa carte de séjour, et depuis donc il disparaît. Notre inspecteur Kalogun va nous emmener petit à petit dans la mafia franco-africaine du 18e arrondissement. Donc on est en plein dans tout ce qui est squat, scato rouge, prostitution, pornographie, trafic de faux papiers. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte, comme toujours, la misère du monde est toujours exploitée par les puissants. On arrive comme ça, de fil en aiguille. Je ne raconterai pas tout parce qu'il faudrait que vous achetiez le livre après jusqu'au bout. Voilà. On arrive assez loin, beaucoup de gens sont impliqués et il raconte avec son langage, il adopte un vocabulaire assez proche de la cité, quoi, du quartier, plein de néologismes. Voilà, beaucoup d'argot, plein de néologismes, donc ce qui parfois pourrait un peu, pour ma part, parfois poser des problèmes à identifier les scènes, à imaginer des scènes parce que des mots étaient assez compliqués. Certains sont expliqués, mais pas tous. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est toi qui l'as dit. Excuse-moi. En fait, j'ai un peu le même sentiment que Cédric. C'est un roman bien écrit, mais dont l'écriture est quand même relativement lourde parce qu'il y a beaucoup d'argot. Bon, il y a un lexique à la fin du livre. Hein. Donc, soit on s'y réfère en lisant, soit on y va à la fin parce qu'on est curieux, avec quelques néologismes et africanismes aussi, du genre cadoter, ça veut dire offrir en fait, voilà, ou bien caoter, ça veut dire mettre KO. Il y a ça m'a un peu rappelé les ambiances de San Antonio, avec beaucoup d'argot. Et bon, après, c'est l'univers on est dans le monde du polar, donc c'est très sanglant, c'est des crimes qui peuvent même parfois être assimilés à des crimes rituels, puisqu'il y a beaucoup de maltraitance physique, voilà, c'est assez trash, je dirais. Après, bon, ça permet de découvrir Châteaurouge pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis aussi de voir quand même qu'effectivement derrière il y a quand même une problématique, celle de l'immigration, de l'exploitation des personnes qui sont sans papier et qui n'ont pas vraiment de moyens de recours. En se servant de l'enquête pour la recherche de M. Diawara, là finalement il remonte un peu quand même le fil d'un système. Donc c'est assez intéressant à lire. Moi j'ai pas beaucoup aimé. Mais ça reste intéressant à lire. Est-ce qu'on conseille? On le conseille, mais il faut avoir un petit dictionnaire à côté. Parfois essayer de suivre un peu. Ou aller au lexique. Et même au lexique, en fait, il n'explique pas tout. Il y a des expressions que je n'arrive pas à tuber, par exemple, qui veut dire téléphoner. Je l'ai décliné au fil
Oui, et puis, la lecture, mais il y a certains mots qu'on n'arrive pas à... J'ai pas mon exemplaire, j'avais corné un petit... il est quelque part derrière vous. J'avais corné une page pour dire à peu près, pour lire un peu et dire comment c'était un peu argotique, là, en lisant. C'est parce qu'il n'avait pas été assez briefé sur le fouineur que les deux nervis, convaincus que la négraille portait le même masque, s'étaient plantés comme des néophytes. Persuadé d'avoir honoré son contrat en montrant ses bibelots au pseudo-fouineur, qui d'ailleurs a réagi de sang-froid en butant son compère, preuve supplémentaire de sa nocivité. Il lui faudra non seulement établir l'identité du crâne rasé de l'impasse, mais aussi élucider son rôle dans les prolongations. Et c'est un peu ce langage-là qui, des fois, peut être un peu lourd à la lecture. Et encore, là, c'est un passage un peu soft. Et donc, voilà. Mais l'histoire est intéressante, les thèmes abordés sont d'actualité, donc c'est un roman à conseiller, moi, je dirais. Oui, il reste intéressant à lire. Après, il faut aimer le style ou pas. Mais on rentre quand même dans l'histoire et il y a un dénouement à la fin qui donne de toute façon envie d'aller au bout du livre parce qu'on veut savoir si on va retrouver Diawara, si on va le retrouver entier et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc voilà, on est quand même en haleine. À conseiller. Donc à conseiller. Juste une question. Est-ce que juste après les chroniques des différents livres, les gens peuvent tout de suite poser des questions ou attendre juste à la fin? Plutôt à la fin, parce qu'après les chroniques des livres, on va recevoir Théo. Et je pense que la rencontre avec Théo va également appeler des questions, donc ça serait plutôt mieux à la fin. Ok. Donc, c'était notre première chronique. Aurélie va vous parler du chasseur de Lucioles. Donc, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, on parle de crime. Donc, pour rester dans le thème, cette fois-ci, donc, je vous présente Le chasseur de Lucioles de Janice Otemsi. Donc, c'est un roman en fait, qui se déroule donc, à Libreville au Gabon, où en fait, il y a une série de crimes sur des prostituées qui est commis. Et la question un peu de savoir qui commet ces crimes en fait. Parce que c'est tout le temps le même mode, tout le temps à peu près le même type de filles, à peu près la même tranche d'âge. Et ces filles ont du coup le point en commun d'être toutes dans la rue. Donc comme ça, ils se posent la question, du moins il y a souvent des réflexions qui reviennent à l'intérieur, où des gens se posent des questions de savoir est-ce que finalement ces filles, connaissant les risques du métier, n'ont finalement pas ce qu'elles méritent en fait. Donc il y a comme ça autour de ces crimes, des inspecteurs qui se mettent donc justement à la poursuite de cet individu auquel on ne s'y attend pas. Je peux pas tout vous raconter, mais en fait c'est vraiment, tout à la fin qu'on découvre qui est l'individu, mais disons que c'est plutôt quelqu'un comme vous et moi, donc on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et donc voilà, comme ça, de fil en aiguille, les inspecteurs essayent de remonter à cet homme et surtout le pourquoi. Parce que comme ça, dans les rues, il n'y a aucune raison en fait valable. Il se pose la question, est-ce que cette personne aurait été torturée par sa mère? Est-ce que sa maman était prostituée? Du coup, comme ça, n'acceptant pas cette idée, il se venge sur ces pauvres femmes. Il y a comme ça des séries de questions qui se posent autour de ce thème-là, mais parallèlement, il y a aussi... en fait, c'est un peu deux enquêtes, je ne sais pas... En parallèle, il y a deux enquêtes parce que de l'autre côté, il y a un braquage. Il y a un braquage où une grosse somme a été dérobée. Et comme ça aussi, il y a la question qui revient des armes, de la provenance des armes, d'où ça vient, la complicité, l'implication de la police ou pas dans tous ces différents problèmes. Voilà. Je pense comme ça que l'auteur a essayé de mettre un peu l'accent sur différents mots peut-être qui existent, notamment peut-être le rôle de la corruption, du moins dans tout ce qui est justice, du moins dans la société librevilloise. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, moi j'étais un peu déçu par l'histoire en fait. Mais il écrit bien. Moi j'aime Otiemi, c'est le troisième polar qu'il a écrit. Hein. Les deux premiers étaient pour moi assez excellents. Je suis librevillien, je suis du Gabon, donc effectivement ce qu'il écrit me parle personnellement. C'est l'histoire en fait qui ne colle pas trop avec la réalité. Là on a affaire à un tueur en série qui tue sauvagement des prostituées dans des petits motels. Elles se retrouvaient et rentrer. Non, après là, je ne parlais pas de la résolution, mais c'est ça en fait. On retrouve des femmes, des prostituées qui sont. Et moi,
en tant que Librevillois, j'ai rarement vu, sinon jamais en fait, dans les médias, ce genre d'affaires en fait. Il y a des crimes évidemment, les crimes souvent en Syrie sont plus des crimes mystiques, hein. Effectivement il y a des gens ouais. Mais ce genre de crimes, effectivement, on les a rarement vus dans la presse, hein, des femmes qui sont comme ça là, assassinées de manière récurrente, avec les mêmes méthodes. J'ai l'impression que Ottiemi a un peu calqué ce qui se fait en occidental, quoi, ce qu'on voit dans les films américains ou dans les polars occidentaux. Il a calqué à Libreville et à l'Afrique. C'est ce qui m'a un peu gêné. Je n'ai pas retrouvé les histoires propres en fait aux Librevillois. Dans les deux premiers, voilà, dans les deux premiers, on parle vraiment de ce qui se passe, du banditisme propre à Libreville, quoi. Donc, tout ce qui est braquage, tout ce qui est les braquages, les assassinats. Mais là, on a affaire à un tueur en série qui ressemble, moi, à ce que je vois dans les experts. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'Aurélie avait à peu près le même sentiment. Je veux dire, tueur en série, c'est pas rattaché à un continent. Je veux dire, c'est un comportement criminel qui peut exister partout. Je suis d'accord. Je dis en fait que ça avec la réalité que moi je connais de Libreville. Après, bon, ça arrivera peut-être un jour, je l'espère pas. Mais... Dans tous les cas, c'est un livre très facile à lire, avec de l'argot aussi, du pili-pili pour dire du cannabis. Bon, allez chercher le lien avec le cannabis, mais c'est comme ça. Si on sait c'est dévisager quelqu'un, dévisager quelqu'un, tout simplement. Il y a comme ça plein de mots. Et par contre, moi, j'ai eu quand même l'impression de goûter un peu à la société librevilloise, toi qui connais. On est quand même le décor, et oui, on est en tout cas libre. Moi, je reconnais des quartiers, la description est assez réaliste. C'est l'histoire juste que j'ai pas. D'accord. Dans tous les cas, moi, je pense que vous avez le plus, donc j'ai plutôt aimé. Donc, je vous le conseille vivement. Moi, je conseillerais les deux précédents. Comme ça, c'est dit. Pour découvrir, en tout cas, au début, je conseillerais les... Pour commencer par celui-là, comme ça, vous ne serez pas déçus et puis vous attaquerez les deux autres. Voilà. On va switcher sur Moussa Konaté et l'empreinte du renard. Moussa Konaté qui nous a quittés en novembre dernier. C'était un auteur malien. Qui a été spécialisé après, il a fait des nouvelles, il a fait du théâtre, mais je crois que depuis 2002, si je ne me trompe pas, il a fait une petite série là, de polar avec l'inspecteur, célèbre inspecteur Habib Keïta. Donc on est au Mali, on est en plein pays de Gand. Deux amis d'enfance se battent parce que le premier a touché à la fiancée du second. Donc pour laver l'honneur, un duel a lieu parce que ça ne se passe pas chez les Dogans, tout affront doit être lavé. Donc les deux amis qui ne veulent pas réellement en arriver là sont obligés par la société de se battre pour que le coupable paye son crime. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est la victime entre guillemets, si je peux dire, qui décède lors du combat. Ça déçoit un peu les gens, sauf qu'étrangement, le lendemain, le forfaitaire, donc celui qui a piqué la femme du premier, décède d'une façon étrange. Il est retrouvé très tôt le matin chez lui avec le corps étrangement gonflé. Quelques kilomètres plus loin, un autre de ses copains est retrouvé dans les mêmes conditions, totalement gonflé, très tôt le matin, mort dans sa chambre. Donc on fait appel au célèbre inspecteur Habib Keïta, qui vient avec son jeune collègue Soso, pour enquêter. Donc il quitte Bamako avec ses codes, ses règles pour arriver en pays de Gand où les règles ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on applique en ville. Donc l'inspecteur Keïta est confronté au silence des populations qui estiment en fait que c'est un problème à régler entre Dogon. Pas besoin qu'un flic de la ville vienne foutre son œil dans des affaires propres au village. Donc, l'inspecteur Habib est assez cartésien, lui, donc il ne croit pas au mythe, il ne croit pas à la sorcellerie. Pour lui, il y a forcément une explication rationnelle au décès. Pendant l'enquête, deux autres jeunes sont assassinés dans les mêmes conditions. Ils sont retrouvés morts chez eux très tôt le matin, toujours gonflés dans les mêmes conditions. Donc là, l'inspecteur va commencer à enquêter, interroger les gens, mais il se retrouve toujours confronté au silence des Dogons qui estiment qu'un inspecteur de la ville n'a pas à venir fouiller mettre son nez dans les affaires propres de Dogons.
malgré son rationalisme, il est quand même confronté, à un moment donné à des événements assez inexplicables. Voilà. Il finit par comprendre effectivement que les choses ne se passent pas réellement comme on l'espère en ville, avec un certain code. L'histoire est intéressante parce qu'effectivement, je pense que jusqu'aux 3/4 du livre, on n'a aucune idée réelle Non, j'aurais pas dit qu'on n'a aucune idée réelle, mais il faut se armer de patience pour arriver au Oui, surtout que l'auteur nous... Surtout que l'auteur nous rend vers des pistes, en fait, quoi, il nous oriente en fait, volontairement. Du coup, sur des fausses pistes. Et ce n'est qu'à la fin, je crois, au dernier quart du livre, où on arrive à identifier le réel, le réel meurtrier. Je ne dirais pas plus, hein, c'est à lire, hein, c'est à lire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Alors moi, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé le livre un peu lent, dans la mesure où moi déjà je ne suis pas trop polar, et quand on me dit polar, je me dis bon bah action, séquence, et comment on vite. Et là je me dis oh là là, de la description, de la narration, de la description. Ah bah il commence quand le polar en fait, c'est la question que je m'étais posée, mais dit comme ça, oui, quand tu l'expliques comme ça, on a l'impression que ça vient vraiment tout de suite. Je pense qu'il faut quand même s'armer de patience pour avoir le sésame au bout. C'est le suspense. Non, là, c'était même plus du suspense. Moi, contrairement à toi, si on te dit dans les 3 premières pages, c'était même pas du suspense. Je me dis, non, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Est-ce que c'est un polar que... Non, mais c'est vraiment la question que je me suis posée. moi, contrairement à toi, moi, j'ai été tenu en fait tout au long du roman. Parce que l'un des thèmes abordés par ça qu'on appelle, c'est l'opposition entre la modernité, je dirais, et ce qu'on appelle assez facilement les traditions. Donc, lui, il vient avec son raisonnement qui se retrouve, il veut appliquer ses codes, lui, qu'on lui a enseigné, je ne sais pas, dans les écoles d'inspecteurs. Il se retrouve à des gens qui raisonnent différemment. Les Dogons ont un autre code, ils ont une autre façon de parler. Et en fait, une bonne partie du roman, on se heurte à ça. On est là, lui, il vient, il veut poser ses équations cartésiennes. En face, les gens lui répondent différemment. Et donc, on est là on cherche, Moi, j'ai accroché. J'étais curieux justement d'aller jusqu'au bout et découvrir qui se cache derrière ces meurtres. Non, mais l'histoire en elle-même, je ne crois pas le fait que, comme j'ai dit, c'est un peu lent. Je pense qu'elle est bien ficelée, un peu trop alors peut-être à mon goût, mais oui, ça se lit très bien. Tu recommanderais au public? Écoutez, tentez votre chance. Moi, c'est sûr. Il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs qui adorent et adorent. Je ne le connaissais pas avant de cette palabre, puisqu'il a été choisi par les membres de l'équipe, et j'ai adoré. Je vous recommande vivement. Bon, donc il est disponible à la bibliothèque, précipitez-vous. Alors on va continuer avec Zulu. On va terminer avec Zulu de Caril Ferret. Donc c'est un peu le clou du spectacle. Alors c'est un livre qu'on ne présente plus. Oui, je ne vais pas cacher mon enthousiasme. C'est un livre très bien écrit, très documenté, qui nous fait voyager. Bon, je suis enthousiaste, mais il est lourd. Quand je veux dire il est lourd, l'atmosphère est lourde. Ce n'est pas des histoires faciles, il y a beaucoup de crimes. Et pareil, on retrouve des crimes rituels dedans, justement j'en parlais tout à l'heure. Alors pour replanter le décor, ça se passe en Afrique du Sud, post-apartheid, donc juste après l'apartheid. Et l'Afrique du Sud, comme on le sait, est habitée par plusieurs peuples qui sont un peu opposés. Donc les Afrikaners qui sont descendants des Hollandais, et puis les Zoulous et d'autres peuples qui donc, sont issus d'Afrique du Sud. Et les Boers, il y a plusieurs peuples qui cohabitent comme ça ensemble, et qui doivent vivre dans cette Afrique du Sud après qu'on ait aboli de manière officielle l'apartheid. Et le livre commence avec donc l'inspecteur Ali Neumann, qui est Zoulou, et qui a dû, quand il était plus jeune, assister au crime de ses parents. Ses parents ont été tués en fait parce qu'ils faisaient partie d'une milice qui militait contre l'apartheid, son père notamment, et donc il voit son père et son frère qui sont brûlés devant lui en fait. Et ce jeune homme va grandir et va devenir inspecteur, responsable de la police criminelle de Cape Town. Ça se passe à Cape Town, donc au bord de la mer, très belle ville, pas très loin du Cap de Bonne-Espérance.
Et il va devoir élucider des meurtres. Il y a 2 jeunes filles blanches qu'on va retrouver assassinées. Et en creusant un peu, on va s'apercevoir qu'elles n'avaient pas une moralité, voilà, de jeunes filles modèles. Hein. Donc elles faisaient des choses plutôt voilà, pas très corporate, on va dire. Et du coup, il va devoir élucider ces crimes. Alors bon, lui, c'est un policier noir. Il a 2 assistants, un afrikaner et un autre jeune homme. Et il va donc devoir aller dans les townships, j'arrive jamais à prononcer, voilà, aller affronter des milices de gangs, aller aussi, bien sûr, dans l'Afrique du Sud blanche pour essayer d'élucider ces crimes. Et c'est très, très, très rythmé. Alors, c'est très rythmé, il y a de belles descriptions. C'est aussi poétique parce que c'est très bien écrit. Il écrit, voilà, il y a des moments assez touchants parce qu'il a une histoire personnelle lourde et les 2 autres détectives aussi ont une histoire personnelle assez difficile. En fait, ils ont un noyau, ils sont très unis tous les 3. Et voilà, le livre, on le lit sans s'arrêter. Alors, il a été Grand Prix de la littérature policière en 2008. Il a été interprété au cinéma, il est sorti en France l'année dernière au mois de décembre. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma, mais je pense que le DVD ne va pas tarder. Et voilà, donc moi, en ce qui me concerne, je le conseille vivement. Il était... moi, je n'ai pas retrouvé le volume extra. Non, quand je dis lourd, au niveau des crimes, pas lourd à la lecture, c'est-à-dire qu'il y a quand même des crimes. Voilà. J'aurais du mal à en parler sans donner une piste sur la résolution de l'enquête, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'au-delà du polar, c'est un livre d'histoire. En gros, l'histoire, les crimes sont fictifs, mais derrière, en fait, il y a une histoire post-apparaître qu'on apparaît dans les journaux, hein, juste après l'apartheid. J'en parlerai pas, sinon ça va vous aiguiller. Mais l'histoire est fabuleuse. Moi, effectivement, j'étais avec l'inspecteur Newman. Ce qu'on découvre dedans, c'est des faits historiques qui ont scandalisé l'Afrique du Sud post-apartheid. Donc ce livre, au-delà du polar, il y a une grosse page d'histoire de l'Afrique du Sud à l'intérieur. Donc moi je le recommande pour ceux qui sont intéressés par le pays et par les polars aussi. On découvre plein de choses. Et surtout, ça permet vraiment, je rebondirai sur Cédric, ça permet de découvrir l'Afrique du Sud. Il y a un livre d'un autre auteur qui n'est pas du tout un polar, mais qui m'a rappelé, Zoulou m'a rappelé ce livre. C'est un livre de Chimamanda Ngozi Adichie, L'autre moitié du soleil, où elle parle de la guerre du Biafra et où elle permet justement de mettre en lumière cet épisode qui a justement donné naissance à la Croix-Rouge et à toute cette aide humanitaire qui peut exister aujourd'hui, qui m'a permis de connaître ces épisodes voilà, qui sont arrivés. Et Zoulou m'a fait exactement la même impression. J'ai jamais été en Afrique du Sud et en lisant ce livre, j'ai voyagé. Donc je peux le recommander.